Dans cette vidéo, nous rapportons les résultats de notre revue historique de la littérature concernant les terribles triades du coude. Ce travail a été réalisé sous la direction du docteur Olivier Boson du CHU de Montpellier et de moi-même. Sachez avant toute chose que ce travail a fait l'objet d'une table ronde en 2022 et d'une publication dans International Orthopedics disponible courant juin-juillet de la même année. Et c'est en 1996, uniquement sur la base de sa propre expérience, qu'Hotchkiss a été le premier à définir la terrible triade du coude, qui était selon lui une entité lésionnelle intégrant une luxation de coude associée à une fracture de la coronoïde et de la tête radiale. Et en effet, les luxations post-opératoires, la douleur persistante, l'arthrose ou encore la raideur post-opératoire qu'avait observé Hotchkiss chez ses patients opérés lui ont inspiré le nom de Terrible Triad. Cependant, dans la terrible triade, seul son nom est clair, car en effet, cette entité lésionnelle provient de l'expérience d'un seul chirurgien. Elle n'est pas issue d'études épidémiologiques ou d'études biomécaniques. Il a donc fallu expliquer a posteriori cette association lésionnelle. Et un grand nombre de théories explicatives ont été publiées pour justifier cette combinaison lésionnelle. Ce qui a donné lieu à beaucoup de controverses, tant biomécaniques que chirurgicales. Et finalement, très peu de consensus. Ceci a abouti à une grande hétérogénéité des approches. Et finalement, tout comme il nous est impossible de décrire l'organisation de cet amas de feuilles vues du ciel, il nous est impossible de décrire la diversité actuelle des prises en charge des terribles triades. Mais c'est en changeant le point de vue et en prenant du recul, ce que nous permet la revue historique de la littérature, que l'on peut mieux comprendre comment les découvertes tant chirurgicales que biomécaniques ont fait évoluer les prises en charge et améliorer nos connaissances de cette terrible triade. Nous avons donc réalisé une revue historique de la littérature abordant les aspects thérapeutiques, cliniques et biomécaniques de la terrible triade du coude. À partir d'articles publiés entre 1930 et 2022, en se basant sur 5 databases et au final 950 articles. L'histoire des terribles triades inclut plusieurs périodes, dont la première est celle des découvertes chirurgicales. Je laisse le soin au docteur Sacha Crociani de Limoges de vous les détailler. Pour commencer, nous allons dans un premier temps décrire les premières découvertes chirurgicales rapportées dans la littérature scientifique, s'étendant du début du XXe siècle jusqu'au début des années 80. Vous pouvez voir sur cette enluminure issue d'un manuscrit chirurgical du XIVe siècle, Guy de Chauillac, avec 2 de ses assistants, en train de réduire une luxation de coude. Il faut bien comprendre que jusqu'au début du XXe siècle, la prise en charge des luxations complexes ou simples du coude était limitée uniquement à des réductions par manœuvre externe. À partir des années 1920, des prises en charge chirurgicales de luxation complexes ont commencé à être décrites, comme en témoigne l'article de Speed en 1924, qui préconise la résection de la tête radiale en cas de fracture déplacée ou non synthésable. À cette même époque, les chirurgiens diagnostiquent des cas d'instabilité persistante après épisode de luxation simple ou complexe du coude, traités par réduction par manœuvre externe. Pour expliquer ces cas, les chirurgiens calquent leur raisonnement sur les lésions décrites dans les luxations d'épaule récidivantes par Bankart au début du XXe siècle. Ainsi, 2 théories sont avancées pour expliquer l'instabilité persistante du coude. La première théorie est osseuse et repose sur l'hypothèse d'une dysplasie de la coronoïde, caractérisée par une réduction de sa hauteur, ne lui permettant plus de jouer son rôle de butée osseuse selon les auteurs. La seconde théorie concerne les parties molles et repose sur le concept de distension des complexes capsulaires antérieurs et postérieurs. Et finalement, selon les auteurs de l'époque, c'est l'association de ces lésions osseuses et capsulaires qui aboutissent à l'instabilité persistante du coude. Ainsi, plusieurs interventions chirurgicales inspirées de ces théories ont été proposées dans la première moitié du XXe siècle. Toutes ces interventions avaient pour but d'améliorer la stabilité mécanique huméro-ulnaire et sa congruence, en empêchant le passage de l'ulna sous la trochlée. En 1936, Wainwright décrit une chirurgie de butée osseuse coronoïdienne par autogreffe corticospongieuse d'ulna proximale. En 1947, Reichenheim propose le transfert du tendon du biceps distal sur le processus coronoïde au niveau du défect osseux. En 1951, Capel décrit un stripping de la face profonde des tendons du biceps et du triceps en passant par les fossettes olecraniennes et coronoïdiennes. Et enfin, en 1953, Spring propose les premières reconstructions ligamentaires médiales via une plastie du triceps associée à une plicature capsulaire. Cependant, quel que soit le traitement chirurgical proposé, un taux élevé de complications et de mauvais résultats vont être décrits. À commencer par l'arthrose post-traumatique, qui va être rapportée dans plus de 40 à 65% des cas. De nombreux cas d'ossification hétérotopique ont aussi été rapportés, et ce, en particulier chez les patients ayant bénéficié d'une résection de la tête radiale. Mais aussi, des cas de déformation douloureuse du poignet commencent à être décrites, en particulier dans les cas de résection de la tête radiale. Et donc toutes ces complications vont conduire progressivement à l'abandon de ces techniques chirurgicales, inspirées des théories de Bankart à l'épaule.
Pour la prévention des ossifications hétérotopiques, Speed propose pour la première fois les premières prothèses de tête radiale, qui consistent en des capsules ferriques positionnées sur le col du radius. Et dans sa série publiée en 1941, Speed confirme l'intérêt de ces capsules dans la prévention des ossifications hétérotopiques, mais il va surtout constater une réduction notable du taux de déformation douloureuse du poignet chez ses patients. Cependant, il faut attendre 1951 pour que les déformations du poignet en lien avec une fracture de la tête radiale puissent être expliquées. Ce sont les travaux de l'anglais Peter Essex-Lopresti qui vont permettre de décrire le rôle de la tête radiale dans la stabilité longitudinale du cadre antébrachial. La biomécanique de ce cadre antébrachial est caractérisée par une inversion des rapports de charge entre le radius et l'ulna distal au poignet et le radius et l'ulna proximal au coude. Ainsi, lorsque le radius distal absorbe 80% des contraintes, le radius proximal ne transmet lui que 40% à la radiocapitulaire. En conséquence, la résection de la tête radiale va causer un transfert de charge vers l'articulation huméro-ulnaire. Et c'est donc la membrane interosseuse qui maintient le radius en bonne position. Cependant, en cas de lésion de cette membrane interosseuse, les contraintes du radius distal au poignet vont entraîner l'ascension du radius et la déformation progressive du poignet. C'est ce mécanisme lésionnel qui sera qualifié plus tard de lésion d'Essex-Lopresti. Et c'est également cette découverte qui amènera Essex-Lopresti à recommander dès 1951 l'usage de prothèses de tête radiale pour prévenir les déformations du poignet. D'ailleurs, ceci sera confirmé par les séries cliniques de Carr et Howard la même année. En 1964, Gutiérrez publie un travail anatomique sur les facteurs limitant l'extension du coude. Sur la base de ces descriptions anatomiques, il identifie le faisceau antérieur du ligament collatéral médial comme le principal contributeur à la stabilité du coude en valgus, en limitant l'ouverture angulaire progressive de l'articulation huméro-ulnaire. La description anatomique de Gutiérez est la première à décrire 3 faisceaux au complexe ligamentaire médial. Le faisceau antérieur, le faisceau postérieur et le faisceau transverse. Mais ce sont véritablement Jeffrey Osborne et Paul Cottrell qui sont probablement les plus grands contributeurs dans la connaissance des mécanismes lésionnels de la terrible triade du coude. Et c'est dans une revue de la littérature publiée en 1966 qu'ils établissent pour la première fois le lien entre la luxation du coude, la fracture de la tête radiale et la lésion du ligament collatéral latéral. Ils proposent donc comme séquence lésionnelle une compression axiale liée à une chute sur la main, le poignet en extension, entraînant une impaction de la coronoïde contre la trochlée. Et c'est l'inclinaison latérale de cette trochlée qui va provoquer la rotation externe du processus coronoïde. Ceci consiste véritablement à la conversion de la compression axiale en une hypersupination. Et cette hypersupination aura pour conséquence le désengagement de la tête radiale du capitulum et ainsi la luxation postérolatérale du coude. Et c'est lors de cette luxation postérolatérale du coude que la fracture de la tête radiale et de la coronoïde vont être constatées. Il s'agit alors de véritables lésions de passage. Ainsi, Osborne est le premier en 1966 à décrire le mécanisme d'instabilité postérolatérale rotatoire. Sur la base de ces constatations, Osborne a la prémonition que c'est l'arrachement du LCL lors du mouvement d'hypersupination qui va entraîner la persistance d'une instabilité. Il recommande ainsi la réparation du LCL pour prévenir l'instabilité postérolatérale. Et cette prémonition sera confirmée cliniquement par la suite, par Trias en 1974, puis Hoffman en 1975, qui montreront une réduction de l'instabilité persistante après suture du LCL. Osborne, à travers ce travail novateur, va ouvrir les portes à la révolution dans la connaissance biomécanique du coude des années 80. C'est l'ère de la myoclinique, qui sera présentée par Raphaël Dumartinet-Gibaud. Nous allons donc maintenant aborder la période qui concerne les années 75 à 95, qui est une véritable révolution de notre approche de la terrible triade, permise par les progrès de la biomécanique. Alors il y a 3 leaders pendant cette période, Bernard Moret de la Mayo Clinic, Robert Hotchkiss de l'HSS de New York, et puis durant les dernières années de cette période, Sean O'Driscoll également de la Mayo Clinic. Au début des années 80, dans une lecture pour l'AOS, Hugues Tullos acte que les 3 principaux stabilisateurs du coude en valgus sont la tête radiale, le processus coronoïde et le faisceau antérieur du ligament collatéral médial. Nous allons donc nous intéresser à la coronoïde, l'un des 3 stabilisateurs primaires du coude en valgus. Regan et Moret établissent en 1989 une classification des fractures de la coronoïde basée exclusivement sur les traits transversaux. Ils ont observé 35 radiographies de profil de coude. Elle explore essentiellement le rôle de butée osseuse. Cette classification est composée de 3 types et c'est celle qu'on utilise encore aujourd'hui. Le type 1 correspond à une avulsion de la pointe de la coronoïde. Le type 2 correspond à une fracture de moins de 50% de la hauteur de la coronoïde.
Le type 3 implique plus de 50% de la hauteur de la coronoïde. À cela s'ajoutent les sous-types A et B selon que la fracture soit associée ou non à une luxation du coude. Par la suite, Moret démontre que la hauteur de la fracture de la coronoïde est bel et bien corrélée à la translation huméro-ulnaire postérieure. En effet, la résection de plus de 50% de la coronoïde entraîne une augmentation significative de l'instabilité du coude. Regan et Moret vont donc recommander la fixation des fractures qui impliquent plus de 50% de la hauteur, c'est-à-dire les fractures de type 3. Cependant, ces recommandations centrées seulement sur la coronoïde ne tiennent pas compte de la complexité des lésions associées en cas de luxation complexe du coude. C'est le duo Hotchkiss-Moret, à travers une succession d'études complémentaires, qui va contribuer à tisser la toile entre les deux autres structures impliquées dans la stabilité en valgus, c'est-à-dire la tête radiale et le faisceau antérieur du ligament collatéral médial. À partir d'une étude cadavérique sur 4 spécimens, Moret va confirmer en 83 que le ligament collatéral médial constitue l'élément stabilisateur le plus important lors des contraintes en valgus, et ceci tout au long de l'arc de flexion-extension. Moret analyse la stabilité du coude en valgus sur un coude intact, puis après section séquentielle de la tête radiale et du ligament collatéral médial. Cela montre à la fois le rôle négligeable de la tête radiale, mais aussi et surtout la contribution majeure du LCM dans la stabilité du coude contraint en valgus. Hotchkiss est le premier à montrer que le rôle de la tête radiale doit être pensé en association avec le LCM et non de manière isolée. Il montre en effet en 83 que la résection de la tête radiale seule cause une augmentation limitée de l'instabilité en valgus, tandis que la combinaison résection de tête radiale et excision du LCM entraîne une explosion au niveau de l'instabilité en valgus. L'application clinique qu'il en fait, illustrée par ce schéma, est que la résection de la tête radiale va entraîner une augmentation de la charge appliquée au LCM lors des contraintes en valgus. Cela montre que les têtes radiales doivent être impérativement reconstruites en cas de lésion du LCM si l'on veut prévenir tout risque d'instabilité majeure en valgus. Finalement, Moret rationalise les interconnexions entre LCM et tête radiale à travers cet algorithme devenu une référence. Il corrèle les lésions du LCM et de la tête radiale avec les modifications résultantes de la stabilité du coude. Ainsi, une résection de la tête radiale isolée entraînera une faible diminution de la stabilité en valgus. Cependant, la rupture associée du LCM va entraîner un effondrement de la stabilité requérant une prise en charge chirurgicale. Alors, la reconstruction de la tête radiale permet un retour à un niveau acceptable de stabilité. Cet algorithme de Moret montre donc que la suppression de la tête radiale entraîne une faible perte de stabilité en valgus. Par contre, en cas de LCM atteint, c'est la reconstruction de cette dernière qui va permettre une stabilisation du coude. La reconstruction du LCM améliore la stabilité du coude, mais de manière moins notable que la reconstruction de la tête radiale. C'est ainsi que Moret recommande la reconstruction systématique de la tête radiale et plus ou moins du LCM en cas de lésion combinée de la tête radiale et du LCM. Dès 1991, le duo Moret-Hotchkiss jette donc les bases de la prise en charge moderne des luxations complexes du coude. Depuis Osborne en 1966, il est admis que ce sont les combinaisons de plusieurs contraintes qui sont responsables des luxations complexes du coude. Ainsi, les conclusions des travaux de Moret et Hotchkiss n'impliquant que la composante en valgus ne sont pas totalement transposables au cas des terribles triades. C'est O'Driscoll qui va mettre en évidence, dans une étude biomécanique de 13 membres supérieurs cadavériques, le rôle fondamental du LCUL lorsque le coude est soumis à des contraintes combinées, impliquant un valgus à 15 degrés, une compression axiale et une supination à 40 degrés. Il montrera dans cette étude biomécanique qu'une luxation postérolatérale du coude est possible avec un LCM fonctionnellement compétent et un LCUL rompu. À l'issue de ces travaux, l'équipe de la Mayo Clinic va redéfinir les stabilisateurs primaires en valgus, c'est-à-dire le ligament collatéral médial, le processus coronoïde et le ligament collatéral latéral. Quant à la tête radiale, elle est reléguée au rang des stabilisateurs secondaires. Il s'agit d'une structure peu contributive au valgus lorsqu'elle est atteinte de manière isolée. Cependant, son association avec une lésion de l'un ou l'autre des stabilisateurs primaires aggrave significativement l'instabilité du coude. Les études biomécaniques des années 80 ont permis de clarifier le rôle de chaque structure impliquée dans les terribles triades. Une association entre LCM et tête radiale a même pu être démontrée.
Cependant, aucun mécanisme lésionnel depuis les théories d'Osborne n'a pu être proposé pour expliquer les associations lésionnelles retrouvées dans les instabilités complexes. À cette période de révolution biomécanique va succéder une période de spéculation quant aux mécanismes lésionnels et aux traitements qui en découlent. C'est la période des controverses. Cette période va vous être présentée par Arthur Delestable. Je détaillerai les théories lésionnelles qui ont été développées entre 1992 et 2020, puis je laisserai mes collègues les protocoles chirurgicaux, dits All Surgical, et les protocoles à la carte pour ce qui est de la coronoïde et du LCM. Plusieurs théories ont été proposées successivement dans le temps pour expliquer les séquences lésionnelles des instabilités postérolatérales du coude, responsables des terribles triades. On en dénombre principalement 4. La première est celle d'Odriscoll proposée en 1992 dans un article devenu célèbre intitulé « A Spectrum of Instability ». Il s'agit d'une théorie de séquence lésionnelle applicable aux instabilités postérolatérales de coude. Le mécanisme lésionnel se réalise avec une contrainte en valgus de 15 degrés, de rotation interne modérée de l'humérus ou d'hypersupination de l'avant-bras de 40 degrés et une flexion du coude. Il y décrit des lésions osseuses et des tissus mous se produisant séquentiellement de la partie latérale à la partie médiale du coude. Il nommera cette séquence lésionnelle le cercle d'Ori. Il note 3 stades correspondant à 3 niveaux d'instabilité et 3 structures successivement lésées. Le stade 1 correspond au PLRI, le LCUL est rompu. Le stade 2 est nommé perché. La coronoïde n'ayant pas franchi la face postérieure de la trochlée, les lésions s'étendent alors en antérieur et postérieur, impliquant alors une rupture des capsules antérieures et ou postérieures. Le stade 3 correspond à la luxation postérolatérale du coude. Le faisceau postérieur puis antérieur du LCM sont lésés. Selon O'Driscoll, la lésion du faisceau antérieur du LCM est le stade ultime de l'instabilité postérolatérale du coude. En cas de terrible triade, il spécule que le ALCM est classiquement intègre, car les fractures de la tête radiale et du processus coronoïde vont dissiper une grande partie de l'énergie lors de la luxation du coude. 6 ans plus tard, Ring et Jupiter proposent une nouvelle théorie dans une revue de la littérature. Il s'agit de la théorie du cercle, sans 4 colonnes autour du coude. La colonne latérale tout d'abord réunit tête radiale, capitulum et complexe ligamentaire latéral. La colonne antérieure regroupe le processus coronoïde, muscle brachial antérieur et la capsule antérieure. La colonne médiale ensuite avec le processus coronoïde, le ligament collatéral médial et les condyles et épicondyles médiaux. Puis la colonne postérieure constituée de l'olécrane, du triceps et de la capsule articulaire postérieure. La théorie du cercle souligne l'interdépendance des différentes structures selon leur appartenance à une colonne autour du coude. Au-delà des structures lésées, c'est le nombre de colonnes atteintes qui engendrera un effondrement de la stabilité du coude. C'est donc la reconstruction des colonnes, et donc de l'anneau, qui restaurera cette stabilité. En 2012, Ryu propose une nouvelle théorie lésionnelle. Cette théorie correspond au cercle inversé. En partant des structures médiales vers les structures latérales, il est l'inverse du cercle d'Ori proposé par O'Driscoll. Il construit sa théorie à partir d'analyses IRM de coude après traumatisme ligamentaire, impliquant différents niveaux d'instabilité allant de l'entorse à la luxation. L'objectif étant de corréler la survenue de lésions ligamentaires et osseuses avec le degré d'instabilité du coude. Il distingue des lésions osseuses latérales, comme par exemple les contusions de la face postérieure du capitulum, ou encore de la tête radiale. Il en déduit une séquence lésionnelle qui inclut successivement une contrainte en valgus du coude et une compression axiale qui vont entraîner une rupture première du ligament collatéral médial. Il s'agit du mouvement principal de ce mécanisme lésionnel. Cette rupture du LCM va s'accompagner d'une hypersupination de l'avant-bras qui va induire une translation latérale de l'ulna sous l'humérus. Ceci s'accompagnant dans le même temps d'une luxation avec fracture de la coronoïde et impaction de la tête radiale sous la face postérieure du capitulum. Cette théorie implique que le LCM est systématiquement lésé. Les lésions du LCUL sont expliquées par la butée initiale de la tête radiale contre le capitulum, équivalent du stade perché, ceci occasionnant un stripping du ligament. Durant la même période, Joseph Schreiber renverse définitivement la table en publiant une étude d'analyse vidéo YouTube dans le JHS américain. Il s'agit de 62 vidéos YouTube de luxation du coude analysées par 3 chirurgiens seniors spécialisés dans la chirurgie du coude. Ils vont analyser la position du bras au moment de la luxation, ainsi que les contraintes suspectées au niveau du coude en fonction de ces positions.
On retrouve lors des chutes visionnées une position de l'avant-bras en pronation dans 70% des cas, une extension du coude dans plus de 90% des cas, ainsi qu'une abduction de l'épaule dans près de 100% des cas. Concernant les contraintes qui résultent de ce traumatisme, on retrouvera chez près de 90% des patients une contrainte en valgus, associée à une compression et enfin une rotation interne de l'épaule. Ainsi, la chute se fait majoritairement sur un coude en extension et pronation de l'avant-bras, contrainte exercée majoritairement en compression axiale et valgus. Cette étude repositionne les contraintes en valgus au cœur du mécanisme lésionnel. Schreiber en déduit donc qu'un valgus sur un coude en hyperextension, et ce d'autant que l'avant-bras est en pronation, va indubitablement entraîner une surcharge majeure sur le LCM. Ainsi, Schreiber replace le LCM au centre des théories lésionnelles de l'instabilité postérolatérale du coude. La plus récente des théories est celle d'Adam Watts. Cette théorie, proposée en 2019, correspond à une spirale incluant l'équivalent de 2 cercles concentriques autour du coude. Cette théorie est là encore basée sur des analyses IRM post-traumatiques de luxation du coude. Selon la théorie de Watts, le traumatisme survient sur un coude en valgus et hyperextension. Cette théorie lésionnelle comprend 5 stades successifs. Selon cette théorie, la position du coude lors de la luxation doit être en hyperextension. Ceci implique de facto une mise en tension du ligament collatéral médial. Ainsi, la survenue d'une contrainte en valgus va entraîner la rupture de ce ligament. Il s'agit du stade 1 de cette théorie. Ensuite, dans le deuxième stade, la rupture du LCM va entraîner une augmentation de l'ouverture de l'articulation contrainte en valgus. Le complexe ligamentaire latéral, plus rigide que les tendons, va ainsi se rompre. Puis la poursuite du déplacement postérolatéral va entraîner la rupture séquentielle de l'origine du tendon conjoint des épicondyliens médiaux, la rupture de la capsule antérieure, du tendon conjoint des épicondyliens latéraux. Basé sur cette théorie lésionnelle, Adam Watts réhabilite la théorie du cercle de Ring. Il propose ainsi la classification de Wrightington avec 3 colonnes comprenant respectivement la tête radiale pour la colonne latérale, la facette antérolatérale de la coronoïde pour la colonne du milieu et la facette antéromédiale de la coronoïde pour la colonne médiale, le toit surplombant les 3 colonnes symbolisant la stabilité du coude. La classification de Wrightington contient 4 modèles lésionnels dont le type C correspond aux terribles triades. Selon cette classification, les terribles triades comprennent une lésion de la colonne latérale et de la colonne du milieu, par impaction respective de la tête radiale et de la facette antérolatérale de la coronoïde. En cohérence avec sa théorie de la spirale, cette classification de Wrightington montre que la rupture du LCM entraîne une instabilité du coude, symbolisée par la bascule latérale du toit, occasionnant l'effondrement des colonnes latérales et du milieu. Cependant, le rééquilibrage du coude, symbolisé par la restauration du toit, peut être assuré par la reconstruction de la colonne latérale et plus ou moins la colonne du milieu. Finalement, de nombreuses théories lésionnelles ont été proposées depuis 1992. Les oppositions entre ces 4 grandes théories ont transformé le spectre de l'instabilité d'Odriscoll en un véritable spectre des théories. Je laisse maintenant place à Laura Gubbiotti pour vous présenter les protocoles chirurgicaux issus de ces théories lésionnelles. En effet, les avancées de la biomécanique ont permis l'émergence des théories lésionnelles. Et c'est sur la base de ces théories que des protocoles chirurgicaux vont permettre la standardisation de la prise en charge des terribles triades. Il faut savoir qu'au début du XXIe siècle, les résultats cliniques des traitements des terribles triades sont médiocres. En effet, en 2022, Ring rapporte 11 terribles triades du coude, traitées chirurgicalement ou orthopédiquement, avec un taux de récidive de luxation de 64%. L'auteur souligne alors l'hétérogénéité des prises en charge des terribles triades et le manque de standards thérapeutiques, malgré l'avancée des connaissances biomécaniques de la stabilité du coude. Il faut attendre 2005 pour que l'équipe canadienne de Michael McKee propose le premier protocole standardisé des prises en charge des terribles triades. Avec ce protocole, l'objectif est de prendre la voie la plus rapide et la plus simple afin d'obtenir un coude suffisamment stable pour pouvoir débuter précocement la kinésithérapie. Ce protocole est directement inspiré des théories lésionnelles d'Odriscoll. Il se focalise sur la réparation systématique des structures latérales du coude, impliquant le processus coronoïde, la tête radiale et le LCL par un seul et unique abord latéral. Une voie d'abord latérale unique du coude est alors proposée pour le traitement des 3 structures. Il pourra s'agir de la voie de Kaplan ou de Kocher. Une double voie d'abord médiale et latérale, ou bien une voie d'abord générale postérieure, ont également été proposées plus tard par d'autres auteurs. Le processus coronoïde est la première structure réparée dans le protocole McKee.
Son accès peut être rendu complexe par l'abord latéral et plusieurs techniques de fixation ont été proposées. Le protocole McKee recommande la réparation systématique de la coronoïde, quelle que soit la hauteur de la fracture coronoïdienne. Par exemple, la réparation par un brochage rétrograde simple permet d'éviter l'abord direct de la coronoïde. Ou bien un double vissage rétrograde qui peut être utilisé pour les fractures de type 2 ou de type 3 de la coronoïde. De la même manière, une réinsertion sur encre permettra une fixation indirecte des coronoïdes de type 1 selon la classification de Regan et Moret. L'alternative à la fixation par encre est un lasso qui correspond à un lassage de la coronoïde par 2 tunnels transosseux. Ces 2 techniques, que ce soit l'encre ou le lassage, sont des méthodes de fixation de choix pour les fractures commutives de la pointe de la coronoïde, car elles permettent une prise directe de la capsule antérieure. À noter qu'en cas de fracture non reconstructible de la tête radiale, la coupe préalable du col du radius facilitera l'accès du chirurgien à la coronoïde. Toutefois, la voie latérale rend complexe la fixation directe. Ainsi, si l'on réalise un vissage vertical antérograde de la coronoïde, et d'autant plus si l'on réalise une ostéosynthèse par plaque, une voie d'abord complémentaire, médiale ou antérieure, est requise. Concernant le traitement des têtes radiales, selon le protocole McKee, il est similaire aux guidelines de l'époque pour les fractures isolées de la tête radiale. Bien qu'il ne cite pas la classification de Mason, McKee pose également l'indication thérapeutique selon le degré de comminution et le déplacement des fragments de la tête radiale. Pour les fractures non déplacées, qui équivalent aux fractures Mason 1, un traitement conservateur sera effectué. Pour les fractures non comminutives mais déplacées de la tête radiale, qui sont apparentées au type 2 de Mason, une fixation ou une résection pourront être réalisées selon la taille du fragment. Pour les fractures comminutives déplacées, qui correspondent aux fractures Mason type 3, une ostéosynthèse de la tête radiale devra être réalisée si la fracture est reconstructible. La fixation de la tête radiale pourra classiquement s'effectuer au moyen de vis cannulées de diamètre 1,7, 2 ou 2,3 avec un filetage court ou long. Une alternative pour les fractures comminutives de la tête ou bien du col du radius est la plaque d'ostéosynthèse. Cette dernière nécessite néanmoins une position parfaite pour éviter un conflit avec l'incisure radiale de l'ulna. Enfin, l'arthroplastie de la tête radiale pour les fractures non reconstructibles de la tête est proposée. Plusieurs modèles sont disponibles, notamment les implants bipolaires ou monopolaires. Toutefois, nous ne discuterons pas ici des controverses concernant le choix du design d'implant de la tête radiale dans les cas d'instabilité complexe du coude. Enfin, le dernier temps du protocole McKee correspond à la réparation du plan ligamentaire latéral au moyen d'une ancre ou de points transosseux. Au-delà de la restitution de la stabilité du coude par la réinsertion du LCUL et du LCRL, cette retention capsulo-ligamentaire et la fibrose générée par la voie d'abord permettra une stabilisation du coude en limitant la translation postérieure et probablement latérale de la tête radiale. Cela correspond véritablement à un effet butoir. Conformément à la théorie de Driscoll, la réparation du ligament collatéral n'est pas systématique dans ce protocole. Ce n'est qu'en cas d'instabilité persistante, malgré la réparation des structures latérales, que la réparation du ligament collatéral médial et ou la pose d'un fixateur externe de coude seront indiquées. Cette réparation du plan ligamentaire médial nécessitera la réalisation d'une voie d'abord médiale du coude, par exemple la FCU split entre les 2 chefs du flexor carpi ulnaris. Vous notez d'ailleurs que cette voie d'abord permet une vision directe du bord médial et de la pointe de la coronoïde. L'alternative classique est la voie over-FCU, qui permet un abord antérieur du chef huméral du FCU, pour une exploration conjointe du faisceau antérieur du LCM ainsi que du sommet de la coronoïde. Cependant, le FCU split a l'avantage d'aborder à la fois les faisceaux antérieurs et postérieurs du LCM, ainsi que la totalité du bord médial et du sommet de la coronoïde.
L'usage d'un fixateur externe articulé peut être une alternative ou un complément à la réparation du plan ligamentaire médial. L'avantage est de permettre une rééducation rapide du patient avec un travail sur l'axe de flexion-extension grâce à une neutralisation des contraintes en valgus. Plusieurs séries vont rapidement rapporter les bons résultats fonctionnels du protocole McKee. L'équipe de Ring rapporte en 2008 les résultats de 18 patients avec un recul de 2 ans. Cette fois-ci, il ne décrit aucune luxation récidivante après le traitement avec le protocole McKee. L'équipe du professeur Mansat rapporte les résultats de 14 patients au recul de 5 ans, avec une stabilité retrouvée dans 100% des cas et un amendement des douleurs chez 90% des patients. En 2011, David Rush retrouve des résultats similaires dans une population de 40 patients au recul moyen de 2 ans. Plus récemment, Daphne Beingessner, en 2014, dans une série de 34 patients à un recul de 6 mois, rapporte un seul cas de luxation récidivante. Cependant, ces séries présentent des résultats sur de petits effectifs, avec un suivi à court terme. Ces études montrent que le protocole McKee est certes une technique fiable pour obtenir une stabilisation du coude. Cependant, malgré le suivi à court terme, on retrouve un taux élevé de réintervention chirurgicale avoisinant les 15%, dont la principale cause est la raideur. Cependant, le court suivi des patients n'a pas permis d'identifier le taux de réintervention des arthroses post-traumatiques. Malgré tout, les auteurs rapportent un taux d'arthrose incroyablement élevé, qui oscille entre 32 et 66%. Ainsi, l'autoroute que nous fait prendre le protocole McKee est une voie rapide vers la stabilisation du coude. Néanmoins, cette méthode n'a pas permis d'améliorer la prévention de l'arthrose par rapport aux théories décrites dans la première moitié du XXe siècle. C'est donc un succès en demi-teinte, qui surligne la nécessité d'une prise en charge moins monolithique des terribles triades. C'est l'avènement des chirurgies à la carte. Merci Laura, je vais vous présenter cette partie concernant la prise en charge des fractures de la coronoïde dans les terribles triades. Il faut en effet savoir qu'en parallèle des protocoles standardisés que Laura a détaillés, des prises en charge de la coronoïde dites à la carte vont voir le jour. Cette nouvelle approche, on la doit au progrès de la biomécanique et de l'imagerie. Jusqu'à la fin du XXe siècle, le rôle de la coronoïde dans la stabilité du coude était apprécié selon la hauteur du trait de fracture à partir de radiographies de profil du coude. C'était la classification de Regan et Moray de 1989. Cependant, le scanner est devenu l'examen de référence des terribles triades du coude et de nouveaux types de fractures avec un trait oblique ont été identifiés. O'Driscoll propose ainsi en 2003 une nouvelle classification basée sur 3 types de localisation anatomique, ainsi que des sous-types basés sur la taille et la comminution des fragments, ainsi que le risque d'instabilité du coude qui en résulte et les potentielles lésions associées. Pour commencer, la fracture de la pointe de la coronoïde correspond au type 1 de la classification de Moray. Selon O'Driscoll, elle peut intéresser jusqu'à 1/3 de la hauteur de la coronoïde. Cette fracture transverse correspond à l'avulsion de la capsule antérieure ou à une fracture par contact direct de la coronoïde contre la trochlée. Elle est quasi systématiquement retrouvée dans les terribles triades car elle est la conséquence de l'instabilité postérolatérale rotatoire. Les fractures antéromédiales de la coronoïde sont des fractures dans un plan oblique avec 3 sous-types s'étendant du sommet de la coronoïde jusqu'au tubercule sublime, c'est d'attachement du faisceau antérieur du LCM. Ces fractures sont associées à des instabilités de type PMRI. Et enfin, les fractures basales concernent les fractures au-delà de 50% de la hauteur de la coronoïde. Le sous-type 2 se distingue du sous-type 1 en cela qu'elles sont associées aux fractures luxation transolécranienne. Il faut attendre 3 ans après la publication de la classification d'Odriscoll pour que Dornberg et Ring confirment le lien entre les 3 types de fractures d'Odriscoll et les lésions associées au coude. Ils confirment ainsi que les fractures de la coronoïde dans les terribles triades sont quasi exclusivement des types 1, les types 2 étant retrouvés dans les PMRI et les 3 dans les fractures luxation transolécranienne. 9 ans après la classification d'Odriscoll, c'est l'équipe de Steinman et Moray qui va relire 52 scanners de fractures de la coronoïde, pour finalement compléter la liste des types de fractures. Au total, 2 types de fractures supplémentaires seront identifiés. Ils retrouvent bien sûr les fractures de la pointe de la coronoïde, qui sont les plus fréquentes puisqu'elles sont retrouvées dans 29% des cas. Mais ils ajoutent les fractures mid-transverse, qui étaient retrouvées dans 24% des cas.
Cette entité lésionnelle vient remplir un cône d'ombre dans la classification de Driscoll. En effet, il y avait une zone grise entre les types 1 qui se terminent au tiers proximal de la cornoïde et les fractures basales de type 3. Ces fractures mid-transverses correspondent finalement aux traits transversaux autour de la fameuse ligne équatoriale de Moray. Ils identifieront aussi des fractures basales qui étaient retrouvées dans 23% des cas. Celles-ci correspondent au type 3 de O'Driscoll. Et les fractures antéromédiales retrouvées dans 17% des cas. Elles correspondent, elles, au type 2 de Driscoll. Puis, un nouveau type de fracture qui regroupe les traits obliques antéro-latéraux présents dans seulement 7% des cas. Cette entité nouvelle et rare a été retrouvée en association avec les fractures de la tête radiale. Donc finalement, c'est 5 types de fractures de la cornoïde, dont 2 obliques et 3 transverses. Toutefois, c'est le type 1 qui reste la fracture la plus fréquente. Et finalement, les découvertes successives biomécaniques et la meilleure compréhension des fractures de coronoïdes vont venir remettre en cause l'axiome de vérité de McKee, selon lequel toute fracture de la coronoïde doit être fixée pour obtenir un coude stable. Et 7 ans après le protocole McKee, Jeon, alors fellow chez Moray, va montrer que la prise en charge des fractures de la coronoïde peut dépendre à la fois du type de fracture, mais aussi des lésions associées de la tête radiale. Ils mènent donc une étude cadavérique sur 6 spécimens. Pour ce travail, ils vont analyser l'influence de la réparation des fractures de type 2 et 3 de Regan et Moray, selon le statut de la tête radiale. Le statut du LCUL n'avait pas été modifié car il est accepté par l'ensemble des chirurgiens du coude que le LCUL doit être systématiquement suturé. Par ailleurs, notons que pour distinguer ces 2 types de fractures de coronoïdes, ils utilisent comme repère la ligne équatoriale passant par le milieu de la tête radiale sur une radiographie du coude de profil. Les fractures de type 2 et de type 3 étant situées respectivement au-dessus et au-dessous de cette ligne. Ils vont ainsi étudier plusieurs situations. À commencer par la combinaison d'une fracture de coronoïde type 2 avec un LCUL et une tête radiale intacte ou reconstruite. Le coude avec cette combinaison lésionnelle sera stable. Donc contrairement à ce que préconise le protocole McKee, la fixation des coronoïdes de stade 2 ne serait donc pas indispensable si le LCUL et la tête radiale sont reconstruits. Si on réalise le même scénario et que nous réséquons la tête radiale, alors on constate un effondrement de la stabilité rotatoire du coude. Ainsi, dans les terribles triades avec une fracture de la coronoïde stade 2, c'est bien la reconstruction du LCUL et de la tête radiale qui assure la stabilisation du coude. La fixation de la coronoïde de type 2 n'est donc pas indispensable. Pour ce qui est des fractures de type 3, l'instabilité du coude sera la règle, quel que soit le statut de la tête radiale. La reconstruction de la tête radiale et du LCUL ne sont pas suffisants pour garantir la stabilité postéro-latérale rotatoire du coude. Moray confirme ainsi, plus de 20 ans après la publication de sa classification des coronoïdes, que les coronoïdes de stade 3 doivent être systématiquement fixés, alors que la fixation des coronoïdes stade 2 n'est pas nécessaire. En 2014, Papatheodorou confirme par une série clinique les résultats biomécaniques trouvés par Moray, en montrant que pour les patients présentant une fracture de type 2 de la coronoïde, la reconstruction de la tête radiale et la suture du LCUL suffisent pour obtenir un coude stable. Si l'on s'en tient aux résultats de Moray et de Papatheodorou, la fixation des coronoïdes de type 2 doit être retirée du protocole McKee. Cependant, en 2012, le trio Sanchez, Sotelo, Steinman et Moray va proposer de nouvelles indications de fixation de la coronoïde en étudiant l'impact de la fixation des fractures mid-transverse et de la tête radiale sur la stabilité du coude. Là encore, les auteurs ont réalisé cette étude biomécanique avec un LCUL compétent. Leur constat est sans appel. L'augmentation de la laxité en valgus est clairement influencée par la résection de la tête radiale. Cependant, l'absence de fixation de la coronoïde était systématiquement associée à une augmentation de la laxité en valgus.
D'ailleurs, dans un contexte de résection de la tête radiale, la non-fixation des coronoïdes mid-transverses entraînait des degrés de laxité très élevés dépassant les 10 degrés. Toutefois, les auteurs retiendront que la laxité en valgus doit être contrôlée par la reconstruction ou le remplacement de la tête radiale. C'est exactement les mêmes constatations faites pour l'instabilité en rotation externe avec une influence majeure de la tête radiale et plus restreinte de la coronoïde. Cependant, là encore, la non-fixation de la coronoïde dans un contexte de résection de tête radiale entraîne des niveaux d'instabilité en rotation externe élevés dépassant les 6 degrés. Les auteurs retiendront donc que la laxité en valgus et rotation externe est conditionnée par le statut de la tête radiale. Pour ce qui est des contraintes en varus, les auteurs concluront par contre que c'est la fixation de la coronoïde qui permettra de réduire significativement le niveau d'instabilité, la tête radiale n'ayant pas de réel impact, et ils feront le même constat pour la laxité en rotation interne, avec une amélioration de la stabilité en rotation interne autorisée par la fixation de la coronoïde. La tête radiale semblant avoir un impact plus faible est considérée comme négligeable par les auteurs. Donc finalement, si on considère que les fractures de la terrible triade résultent d'une combinaison de contraintes impliquant un moment de valgus et d'hypersupination ou rotation externe, alors l'équipe de Sanchez-Sotelo recommande bien sûr la réparation du LCUL qui est devenu un geste consensuel et sur lequel les auteurs ne sont pas revenus, mais surtout la réparation ou le remplacement systématique de la tête radiale pour la restauration de la stabilité du coude. Cependant, le protocole McKee recommande également la fixation de la coronoïde. Or, compte tenu de l'impact négligeable de la fixation des fractures mid-transverses, on peut donc supposer que les fractures de type 1, avec une hauteur inférieure à 30%, n'auront également pas d'intérêt pour la restauration de la stabilité en valgus rotation externe. Plutôt qu'une fixation systématique de la coronoïde, il recommande une chirurgie à la carte basée sur la hauteur de la coronoïde visible sur le TDM préopératoire et la réalisation d'un varus stress test péropératoire. En effet, il est également consensuel depuis les travaux des années 1980 de l'équipe de Moret que les fractures dépassant les 50% de la hauteur de coronoïde entraînent un effondrement de la stabilité du coude, nécessitant donc sa fixation. Et de la même manière, l'équipe de la Mayo Clinic montre dans cette étude que la reconstruction de la tête radiale ne permettra pas une restauration efficace de la stabilité en varus, contrairement à la fixation de la coronoïde. Cependant, nous pouvons tout de même questionner la pertinence clinique de certains résultats jugés comme statistiquement non significatifs. En effet, l'amélioration de la stabilité en valgus et rotation externe obtenue par la fixation de la coronoïde est certes plus faible que celle obtenue avec la reconstruction de la tête radiale. Toutefois, cette faible réduction de la stabilité ne pourrait-elle pas avoir d'impact clinique à long terme ? Et c'est notamment ce type de problématique centrée sur les complications à long terme et la perte non significative de stabilité qui vont relancer la controverse concernant la prise en charge des lésions du ligament collatéral médial. Je vous remercie de votre attention et je laisse Marie Loisel vous présenter le principe des traitements à la carte des ligaments collatéraux médiaux. Depuis la théorie d'Odriscoll et son cercle d'Ory, puis ensuite le protocole McKee, les indications de suture du ligament collatéral médial sont devenues rares, voire très rares. Comme on a pu le voir dans les séries de terribles triades traitées avec un protocole McKee, le taux d'arthrose rapporté est particulièrement élevé. En 2014, Cheng Hongwei publie une revue de littérature regroupant 66 articles avec au total 312 terribles triades. L'auteur confirme un taux inquiétant d'arthrose de 11%, alors que le recul moyen des séries inclus était de 2 ans. Cela ne semble pas s'améliorer avec les études à long terme, puisque l'équipe de Gallucci rapporte le taux incroyable de 66% d'arthrose à 9 ans. Pour rappel, ces taux sont équivalents à ceux évoqués dans les séries des années 60. Ces chiffres d'arthrose séquelaire ont conduit les chirurgiens à remettre en cause leur pratique, et bien sûr en premier lieu le protocole McKee.
En effet, le non-traitement des lésions du ligament collatéral médial pourrait pour certains auteurs être la cause du taux élevé d'arthrose au long terme. Pour comprendre cette théorie, il faut remonter en 1999 avec les travaux d'Egendal. Elle démontre dans une étude biomécanique qu'une rupture du ligament collatéral médial, même partielle, entraînerait un effondrement de la stabilité du coude en valgus. Cet impact sur la stabilité semblant être corrélé au degré de section du complexe ligamentaire. Ceci est vrai également pour les instabilités rotatoires, avec également un lien entre le degré de section du ligament collatéral médial et le degré d'instabilité. Donc, dès 1999, on pouvait déjà spéculer que la non-réparation des lésions du ligament collatéral médial, même partielle, pouvait causer une instabilité persistante en valgus rotation interne et avoir des conséquences au long terme. Et 1 an plus tard, Egendal va justement essayer de décrire les conséquences de la non-réparation du ligament collatéral médial en revoyant 50 patients à 9 ans d'une luxation postérolatérale de coude simple. Elle réalisera des radiographies de coude ainsi qu'une arthro-IRM et une mesure standardisée sur machine du valgus clinique. Elle retrouvera une stabilité persistance en valgus chez quasiment un patient sur 2. Tout la première a montré une corrélation significative entre l'instabilité médiale persistante et la survenue d'arthrose du coude à long terme chez 38% des patients, mais également le développement d'ossification hétérotopique et une réduction significative des scores fonctionnels ainsi que l'augmentation du taux de douleur persistante. Finalement, Egendal réalise successivement en 1999 puis 2000, 5 ans avant le protocole Mackie, un travail fondamental qui démontre l'impact des lésions partielles ou totales du ligament collatéral médial sur le risque d'arthrose dégénérative du coude. Il faut attendre 10 ans pour que l'équipe de Jeong en 2010 publie une série clinique sur l'intérêt de la suture du LCM dans la terrible triade du coude. Ce travail se situe 2 ans avant la théorie du cercle inversé de Ryu. Jeong avait adapté le protocole Mackie en réalisant systématiquement la suture du ligament collatéral médial. Ceci a permis de réduire à 0% le taux d'arthrose sévère radiographique, c'est-à-dire les grades 3 et 4 de Broberg-Moret. Bien sûr, ces résultats sont à relativiser parce que le suivi n'est que de 2 ans et qu'il est difficile de contrôler les nombreux biais de confusion dans cette étude rétrospective. Cependant, nous sommes très loin des 11% à court terme et encore plus des 60% d'arthrose à long terme rapportés dans la littérature. Plus récemment, Jung s'est quant à lui intéressé au risque d'instabilité récurrente cliniquement observable selon le statut du ligament collatéral médial préopératoire, démontrant ainsi que le taux d'arthrose dégénérative du coude est significativement augmenté chez les patients avec une lésion du ligament collatéral médial. Pour conclure, la littérature actuelle concernant le suivi au long terme des terribles triades du coude avec suture du ligament collatéral médial est pauvre, mais il semblerait que sa réparation préviendrait ou du moins réduirait le taux d'arthrose dégénérative dans les suites. Le succès mérité du protocole de Mackie au XXIe siècle avait pour conséquence la diminution drastique des indications de suture du ligament collatéral médial. Ceci explique les difficultés que nous rencontrons pour publier de larges séries de terribles triades du coude, incluant une suture du LCM, notamment entre les années 2005 et 2015. L'enjeu des prochaines années est de proposer de nouveaux protocoles chirurgicaux capables de prévenir l'arthrose en associant éventuellement une réparation du ligament collatéral médial dans certains cas bien définis. Je laisse la parole à Clara Sauce qui va vous présenter les leçons que nous avons retenues de cette revue historique de la littérature. Je vais maintenant vous présenter ce que nous avons retenu de près d'un siècle de traitement de la terrible triade. Finalement, sur ces 100 dernières années, il y a eu 3 grandes périodes distinctes. La période des découvertes chirurgicales, c'est une période durant laquelle l'amélioration des connaissances était basée sur l'expérience chirurgicale des orthopédistes et les travaux anatomiques. Dès 1966, les structures fondamentales constituant la terrible triade étaient identifiées et le principe de PLRI déjà décrit. Puis ensuite, une période durant laquelle les connaissances sont surtout sorties des laboratoires de biomécanique de Rochester et New York grâce aux travaux fondamentaux d'Hotchkiss et Moret. Et enfin, les controverses. En 1996, sur la base de son expérience personnelle et de ses nombreux travaux, Hotchkiss baptise cette luxation complexe la terrible triade, qui sonne comme un aveu d'échec devant le taux élevé de complications qu'il a eu à traiter, et ce malgré les progrès dans la compréhension de cette lésion auquel il a fortement contribué. Mais cette période aura aussi été marquée par un effort de synthèse des découvertes cliniques, biomécaniques et anatomiques autour de théories lésionnelles puis de protocoles standardisés.
Au total, 4 théories ont été développées, mais toutes sont inspirées des spéculations d'Osborne et Cottrell. La combinaison de plusieurs contraintes fait cependant consensus. Le valgus et la supination semblent être les deux grands mouvements contraints qui conduisent à la terrible triade. Malheureusement, toutes ces théories et les protocoles qui en découlent ont été promus avec un support scientifique faible. Et nous ne pouvons que faire le constat que les concepts issus d'une surinterprétation des données cliniques ou d'imagerie ont une faible applicabilité in vitro. La persistance d'un niveau élevé de l'arthrose en est le témoignage amer. Cependant, durant ces 10 dernières années, nous avons également observé un glissement du tout chirurgical promu par le protocole McKee vers une chirurgie à la carte basée sur l'amélioration des connaissances biomécaniques et le constat de notre échec à prévenir l'arthrose. C'est sur la base de cette revue de la littérature que nous proposons un protocole qui prendra en compte l'âge et le niveau d'activité. Il faut distinguer deux objectifs pour deux populations de patients différentes, un objectif à court terme de stabilité du coude chez les patients âgés et sédentaires et un objectif à long terme de prévention de l'arthrose chez les patients jeunes et actifs. Ainsi, pour tous les patients, nous recommanderons une reconstruction de la tête radiale ou une arthroplastie si cette reconstruction n'est pas possible. Ainsi qu'une réparation du complexe ligamentaire latéral. Rien de nouveau, ces deux points font déjà consensus chez les chirurgiens. Concernant la coronoïde, le traitement dépendra de l'âge et l'activité du patient. La persistance d'une instabilité péropératoire en valgus doit systématiquement conduire à la fixation de la coronoïde, car cette situation expose le patient à un risque de récidive de luxation en post-opératoire immédiat. Pour les patients les plus jeunes et les plus actifs, nous recommanderons la fixation de toute fracture de la coronoïde, quelle que soit la taille et le degré de stabilité péropératoire. En effet, on suppose que le gain même faible de la stabilité pourrait contribuer à prévenir l'arthrose. Puis enfin, la réparation du ligament collatéral médial devra être systématique chez les patients les plus jeunes et actifs afin d'assurer un niveau de stabilité optimal du coude. La persistance d'un valgus cliniquement perceptible devra également amener les chirurgiens à contre-aborder pour suturer le plan ligamentaire interne. Chez les patients les plus âgés, le fixateur externe peut être une alternative de choix en cas d'instabilité persistante ou si la qualité tissulaire est médiocre avec un risque élevé de rupture des structures latérales. L'objectif de ce protocole de chirurgie à la carte est clair, obtenir une stabilité maximale chez les patients jeunes afin d'être efficace sur le court et le long terme, et promouvoir une chirurgie moins agressive chez les patients plus âgés et sédentaires, tout en assurant une stabilisation immédiate du coude suffisante pour permettre une rééducation rapide sans risquer une instabilité macroscopique persistante. Je vais maintenant laisser mon collègue Olivier Boson vous dire ce qui nous attend durant les 15 prochaines années. Je vais vous présenter les futurs axes de travail à explorer dans les prochaines années. Depuis 2005, la stabilité macroscopique du coude peut être obtenue de manière relativement reproductible via la procédure standardisée du protocole McKee. En réparant les trois éléments fondamentaux qui composent la terrible triade, à savoir le processus coronoïde, la tête radiale et le ligament collatéral latéral, ce protocole chirurgical a fait oublier le caractère terrible de la triade du coude. Cependant, les taux très élevés d'arthrose à long terme retrouvés dans la littérature doivent nous amener à nous questionner sur le réel degré de stabilité obtenu chez ces patients opérés. Et ces taux très élevés d'arthrose pourraient être expliqués par l'existence d'une instabilité persistante passant sous les radars de notre examen clinique qui présente par ailleurs des performances diagnostiques médiocres. Cette instabilité infraclinique pourrait correspondre à des phénomènes de micro-instabilité. Ceci pourrait impliquer des lésions du ligament collatéral médial ou des tendons conjoints des muscles épicondyliens. Cependant, l'appréciation de cette instabilité microscopique est très difficile à identifier en pratique. Nous savons depuis les travaux d'Egendal qu'une lésion même partielle du ligament collatéral médial peut générer des phénomènes d'instabilité microscopique. À cela s'ajoute probablement le rôle d'atténuateur dynamique des tendons et des muscles épicondyliens médiaux sur l'instabilité du coude en valgus. En effet, depuis près de 20 ans, la contribution musculaire dans la stabilité du coude est étudiée dans des études cadavériques. Il semblerait notamment que le fléchisseur ulnaire du carpe puisse jouer le rôle d'atténuateur dynamique de l'instabilité en valgus. Il pourrait donc participer à transformer une instabilité macroscopique en une instabilité microscopique. Au genou, il est depuis longtemps reconnu l'impact positif des masses musculaires sur la stabilisation du genou après une rupture du ligament croisé antérieur. Le concept de micro-instabilité articulaire, notamment à la cheville et à la hanche, est également actuellement au centre des débats. Ces micro-instabilités, liées à une laxité capsulo-ligamentaire, pourraient être une des causes d'évolution dégénérative de ces articulations.
La modélisation informatique, qui peut faire appel à des procédures de modélisation en éléments finis, d'électromyographie ou encore d'optimisation dynamique et statique, a permis d'améliorer la compréhension des forces et des contraintes dynamiques impliquées dans la déformation et la cinématique des articulations aux membres inférieurs. Ainsi, la modélisation informatique du coude pourrait nous être utile pour améliorer notre compréhension des terribles triades du coude et tenter d'en limiter l'apparition de dégénérescence arthrosique à long terme. Je laisse maintenant à Pierre Lomonnerie le soin de conclure cette présentation. Donc pour conclure, retenons 3 choses de ces 100 dernières années à traiter les terribles triades. Déjà, que les terribles triades sont bien une entité lésionnelle, avec un système à 3 éléments. La tête radiale, la coronoïde et la luxation de coude, autour desquels graviteront d'autres structures qui vont être plus ou moins sollicitées selon la sévérité du traumatisme initial. Et d'autre part, il y a 2 attitudes possibles. Celle du Hall Surgical de Mackie. On ne réfléchit pas, il l'a fait pour nous. C'est la voie express pour obtenir de manière très fiable un coude immédiatement stable. Alors stable, oui, mais micro-instable peut-être aussi. Et donc l'alternative au protocole Mackie est une chirurgie à la carte. C'est plus exigeant, mais ça se rapproche plus des objectifs contemporains pour la prise en charge des terribles triades. Et enfin la notion de contrainte combinée, car quels que soient les chirurgiens et leurs spéculations, toutes les données issues des laboratoires de biomécanique montrent qu'il est nécessaire d'avoir une combinaison de compression axiale et de contrainte en valgus et hypersupination pour induire une terrible triade. Le valgus semble être le moment qui prédomine, mais il n'y a pas de consensus sur ce point. Et donc finalement en 100 ans, nous sommes arrivés à prévenir les récidives post-opératoires de luxation qui ont contribué à donner le fameux nom de Terrible Triad à ces instabilités complexes. Le traitement de ces instabilités complexes produisait des échecs immédiats et difficiles à accepter pour les chirurgiens du XXe siècle. Et ceci a parfaitement justifié le qualificatif de Terrible. Mais ce terme n'est plus vraiment à la page, maintenant que le problème de la stabilité macroscopique a été réglé. Actuellement, et compte tenu des enjeux futurs, le terme de Sneaky Triad lui conviendrait davantage. Car le défi des prochaines années sera de prévenir le développement d'une arthrose dont l'évolution se fait à bas bruit. La solution pour mieux comprendre et traiter cette arthrose secondaire viendra peut-être des 2 nouveaux concepts que nous avons introduits ici, la micro-instabilité et l'atténuation dynamique musculaire. Si vous voulez en savoir plus, sachez que notre article consacré à l'histoire des terribles triades sortira prochainement dans International Orthop. Vous pourrez notamment y lire les schémas explicatifs que vous avez vus dans cette vidéo. Merci à tous mes collègues pour leur formidable travail et merci à vous pour votre attention.